Donc, vraiment, encore une fois de plus, merci. En fait, j'aurais pu ne pas parler maintenant, parce que c'est une plateforme multi-acteurs. Mais comme c'est une plateforme multi-acteurs aussi, il faut qu'on introduise les choses. Certainement, ils nous ont choisis parce qu'on assure le secrétariat. Mais derrière, c'est vraiment une centaine de partenaires qui sont derrière la plateforme. Et ça, c'est vraiment au sens vrai du terme. Parce que quand on arrive historiquement, Dieu a fait que j'étais là en 2014, quand on lançait la plateforme. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le contexte de la mise en place de la plateforme, revenir sur les principes soutenus par la plateforme, mais surtout rappeler les grandes lignes du plan stratégique, les résultats majeurs et les perspectives. J'aurais pu laisser à Nicole ou Yandé ou d'autres collègues maintenant de la plateforme, notamment le CNCR, la société civile, le ministère, le secteur privé, la société civile, leurs chercheurs, faire ça. Maintenant, je sais que nous avons jusqu'à 13h30, mais l'intérêt sera vraiment de mieux comprendre c'est quoi la plateforme. Parce que chacun entend c'est quoi la plateforme, peut-être on n'a pas la même compréhension, c'est le moment. On essaie de, quand j'introduis, de donner aussi la parole à certains porteurs de cette plateforme sur certaines questions, sur certains éclaircissements pour qu'on puisse ensemble, au sortir d'ici, qu'on comprenne au moins c'est quoi la plateforme, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'elle poursuit. Cette plateforme, je dois vous rappeler, c'est une plateforme qui a démarré en 2014. Je crois que ça ne marche pas, hein, si vous m'avez donné là. Elle a démarré en 2000, voilà, c'est bon maintenant. Donc, rappel de contexte, ça je l'ai dit, avancé. Sur l'historique le contexte de la création de la plateforme, j'ai dit que c'est en 2014, suite à l'adoption des directives volontaires en 2012. Si vous vous rappelez, en 2008 déjà, il y a eu la crise alimentaire, la triptyque crise alimentaire, énergétique, vraiment, et puis financière, au niveau mondial. Ça s'est traduit par ce qu'on a appelé la crise alimentaire. Et on a vu que des pays qui avaient des ressources financières, comme par exemple certains du Golfe ou d'autres pays occidentaux ou ailleurs, ou asiatiques, ou Amérique latine, qui avaient des ressources qui voulaient chercher, qui n'avaient plus la possibilité d'acheter la nourriture sur le marché. Et je crois que tout à l'heure, Dr Hatch, et je voudrais bien même qu'il se rapproche d'ici, parce qu'à un moment, dans les questions, on verra les complémentarités. Dr Hatch, j'aimerais bien, parce que vous allez noter aussi des préoccupations. Parce que pour nous, comme la thématique, c'est sur la souveraineté alimentaire et le foncier, on continuera, et vraiment, si vous me permettez, je voudrais encore revenir sur l'importance de la présentation du Dr Hatch et sa profondeur. Dr Hatch, c'est bon, tout le monde, je crois, a vu une partie de ce qu'il a présenté. Oui, après, oui. Une partie. Mais ce qui me semble important dans ce qu'il a dit, c'est qu'il est dans des espaces vraiment croisés qui nous permettent d'avoir une lecture devant des complexités. Je donne, comme j'aime plus souvent le taquiner, parce qu'il est membre d'une équipe avec la NASA, où il travaille sur l'impact des changements climatiques à l'horizon 2050 en Afrique. Et au-delà, ils sont en train de travailler sur les ODD, c'est un économiste, il a travaillé sur l'agriculture. Et aujourd'hui, la gestion des ressources naturelles, il a questionné pour dire on est devant des complexités. Donc, ce n'est pas une question simple. Et pourquoi ce forum a travaillé sur une sorte de triptyque, ou en tout cas une sorte de nexus entre souveraineté alimentaire et foncier? C'est parce que, si vous vous rappelez, depuis 1960, quand on parle du foncier, je m'excuse de mes parents sociologues et je regarde une juriste déjà, comme elles ne sont pas nombreuses, il y a quelques-unes qui sont là, de l'université. Et souvent, on pense au foncier que sous l'approche juridique. Kader, tu m'excuseras. Parce qu'on parle, est-ce que la loi permet, ne permet pas? Mais on ne parle pas, mais le foncier, ça sert à quoi? Les aspects culturels du foncier, les aspects sociologiques, mais les aspects économiques. Parce que dans les années 80, Jacques Faye le rappelait, il disait que le Sénégal a 3 rentes. On a ce qu'on appelle une rente foncière, la rente des APD, aide publique au développement, et la rente qui est tirée de la migration. Ces 3 rentes dans les années 80 jusqu'en 90 permettaient au Sénégal, quand on disait que le Sénégal est un pays de paix, etc., il disait mais derrière c'est parce qu'on a cette rente. Politiquement, on arrive à gérer la terre et à satisfaire certains, etc., tout le monde. Sociologiquement, on arrive à calmer, et Dieu merci, on n'a pas eu de crise majeure, et ça, il faut quand même saluer l'esprit de la loi sur le domaine national. Aujourd'hui, on est en train de critiquer cette loi, elle est très ténue, on n'arrive pas à la changer, c'est parce que aussi elle a des principes qui sont très importants. Parfois même, comme disait à l'époque de 64, on disait que le président Senghor, en tout cas le président Mamadou Dia, voulait sécuriser les paysans contre eux-mêmes.
Parce que si tu avais dit que vous avez un marché foncier, tout peut se faire, les gens, si tu as, comment nous tailler sur une machine agricole? C'est-à-dire que la manière dont, quand on n'a pas de moyens au début de la campagne, on prend son matériel agricole, on donne aux commerçants. Et parfois, quand tu ne payes pas, on prend ton matériel. Mais si c'était la terre, vous avez perdu, on a perdu à jamais. Donc, le fait de dire qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas prêter, même si la pratique a montré autre chose. C'est pourquoi, donc, quand j'arrive en 2018, j'ai dit qu'en 2008, la crise alimentaire a montré qu'il y avait un besoin de revisiter les questions foncières. Sinon, le monde allait dans un conflit extraordinairement grave. C'est pourquoi, donc, les différents pays, 130 pays se sont regroupés à Rome pour s'accorder sur des directives volontaires. Ça a été très difficile entre les positions brésiliennes et d'autres pays, parce que les gens n'avaient pas la même compréhension et la même lecture de ce que pouvaient être des principes. On dit directive volontaire. Quand on dit une directive présidentielle, ça veut dire qu'il faut faire. Directive, mais volontaire. Donc ça veut dire que les gens ont négocié à un moment où il fallait trouver des marges de négociation pour s'en sortir. Ils ont dit, mais c'est des directives, mais on laisse aux États la volonté de les appliquer, de ne pas les appliquer et de comprendre, etc. C'est pourquoi très rapidement, on a eu cette chance d'avoir avec le FIDA, la FAO et d'autres partenaires, la possibilité de dire qu'est-ce qu'on peut, et plus tard avec la GIZ, vers les années 2014, en disant, mais on a besoin de ce soutien pour aller vers une compréhension, une dissémination des directives volontaires. Et c'est comme ça que c'est parti la plateforme. Le premier atelier, en 2014, a pu réunir les acteurs. Et quand on a fini, on a dit, mais écoutez, il faut sensibiliser les parlementaires, il faut sensibiliser les journalistes, il faut voir aussi la société civile, comment les leaders. Et à un moment, c'est là où on a rencontré la GIZ vers les années 2016. Ils nous disaient, mais oui, vous travaillez au niveau national, mais nous, on aimerait que vous travailliez au niveau local. Si vous êtes d'accord, on peut vous soutenir. C'est comme ça qu'on est parti de l'opérationnalisation. C'était la première opérationnalisation, en tout cas à notre connaissance, c'est ce que la FAO nous avait dit à l'époque, des directives volontaires presque au niveau mondial. Il y avait peut-être quelques cas qui existaient par-ci et par-là. Mais en tout cas, en Afrique, c'était un des cas intéressants. Et plus tard, l'ILC est venu nous soutenir dans cette dynamique. Je reviendrai sur toute cette configuration pour montrer d'où on vient. On a vu donc, il y a eu vraiment, j'ai parlé des instruments de référence, les directives volontaires, les 10 engagements de l'ILC, d'autres initiatives. Mais aussi, on a vu que la plateforme, de par sa configuration, reste un interlocuteur incontournable des politiques publiques. Comment? Quand on a eu la CNRF, le ministre l'a rappelé en 2012, la première initiative a été de dire regroupons-nous dans une plateforme multi-acteurs où on essaie de comprendre les préoccupations de chaque catégorie d'acteurs. Et c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'initiative de la plateforme, c'est qu'on est allé dans certains pays où la société civile n'était jamais invitée par un gouvernement. Ou quand le gouvernement organise, la société civile n'était pas invitée. Quand la société civile n'invite pas le gouvernement. On a eu quelques cas dans la sous-région. Ce qu'on a fait, on a commencé à former des parlementaires qui nous disaient, mais c'est la première fois qu'on s'assoit avec l'État, avec la société civile dans la même salle. Ça, on l'a fait en Mauritanie, on l'a fait au Mali, on l'a fait en Guinée-Conakry, on l'a fait en Gambie. Ça, c'était les pays proches. Et la dynamique du Sénégal a permis progressivement, tout n'était pas parfait, de co-construire. Et aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des collèges. On a dit, mais si on doit travailler ensemble, on doit structurer les collèges. Nous devons avoir un collège qui doit s'occuper de tout ce qui a trait, par exemple, au secteur privé. Parce que le secteur privé disait non, concertation, dialogue, et je remercie vraiment M. Camara, qui est très dynamique là-dessus, qui est actif, et avec bien sûr tous les autres membres du secteur privé, pour leur rôle, et bien sûr M. Fall, Mokhtar Fall, les chambres de commerce, etc., tous les acteurs qui sont mobilisés pour que le secteur privé s'organise en collège. Mais au début, il disait, mais nous, on est tellement pressés, on est tellement dans des urgences, qu'on ne peut pas se permettre de passer toute une journée, concertation, discussion, etc. Et on les comprenait. Mais quand ils ont compris l'intérêt, ils ont dit, mais ce que vous dites est intéressant. Donc ça veut dire ce qu'on appelle un investissement responsable. Quand souvent on rate certaines étapes, on va vers un investissement, on oublie de parler avec l'ensemble des communautés, on dit que c'est pour gagner du temps. Après, on perd énormément de temps par la suite parce qu'il y a des fondamentaux qui n'ont pas été respectés. Parfois, vous avez votre papier, vous voulez mettre en œuvre, les populations disent on n'est pas d'accord. Et vous perdez 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on s'est dit, mais commençons par ça. Si on se concerte et qu'on s'accorde sur comment on le fait, quel est l'intérêt de chaque partie prenante, on forme les acteurs aussi à comprendre leur intérêt. Et une fois qu'on comprend, en ce moment, on peut dialoguer sur des bases
clair, et c'est là où on a apporté les évidences scientifiques. Après le secteur privé, on a eu aussi le collège recherche, où on a essayé de regrouper l'ensemble des universités du Sénégal, les centres de recherche, l'ISRA, IED, IPAR, etc. et d'autres, les universités, pour dire qu'on a un collège de recherche qui va nous aider aussi à, une fois qu'il y a la demande, qu'ils ne soient pas des consultants. Parce que souvent, on pense aux chercheurs seulement sous forme de consultants. Ils viennent, on dit, on a une étude, on a des thèmes de référence, faites ça, on vous paye. On a dit non, ils doivent être aussi dans la veille. Ils doivent avoir l'indépendance de dire ce qui ne va pas. Si on voit que le potentiel foncier est en train de s'éroder, comment faire pour alerter de manière objective, sans qu'on soit peut-être forcément récriminé de ce point de vue. Ensuite, on a une catégorie extrêmement importante, c'est la société civile. Tout le monde sait le rôle que la société civile a joué dans l'animation. Pratiquement, à un moment même, on disait, est-ce que la plateforme, ce n'est pas une plateforme de la société civile? On voyait, bien sûr, en plus du CNCR, ENDA, Sicodev, d'autres acteurs, CERFLA, d'autres. Vraiment, je ne voudrais pas trop les citer. Mais ce qui existe, c'est qu'on a eu une dynamique multi-acteurs au sein même de la société civile CRAFS. Et le CRAFS, aujourd'hui, est structuré à plusieurs initiatives, continue de porter son indépendance par rapport à ce qui reste, mais en même temps, trouve un intérêt, ses membres en tout cas trouvent un intérêt de dialoguer au sein de la plateforme. Et ça a été un grand combat qu'on a pu mener avec l'ensemble des acteurs. Ensuite, nous avons les élus. C'est le 4e collège. Les élus, on a commencé par dire l'UAL, mais l'association des maires, l'association des départements. On a dit comment faire aujourd'hui pour que l'ensemble de ces acteurs puissent se retrouver et travailler. Et ça, on remercie vraiment M. Diouf qui a été très dynamique dans la plateforme. Et chaque fois qu'on a organisé des initiatives, il était présent et il a joué un rôle extrêmement important. Mais on a dit oui, mais souvent, on oublie un élément important dans les plateformes. On parle souvent de l'État, mais l'État n'est pas monolithique. Aujourd'hui, on est à la COP28. La manière dont le ministère de l'Environnement voit le foncier n'est pas la même que peut-être le ministère des Finances. Parce que lui, il va voir quelle rentrée on va avoir, les investisseurs, etc. L'autre, il va dire on va préserver. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la même lecture. Quand on parle d'agroécologie, on voit peut-être entre le ministère de l'Agriculture et les autres, peut-être qu'il va dire production, 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 parce qu'on veut augmenter les productions. Les autres disent, mais attention, il faut quand même préserver, il faut penser à la durabilité de nos systèmes avec le changement climatique. Donc, les objectifs peuvent ne pas être les mêmes. Le pastoralisme, c'est souvent les grands investissements ont eu lieu dans des zones pastorales. Et on s'est dit, vous vous rappelez de Ndiaël, vous vous rappelez de ce qui s'est passé d'abord à Fanaï, etc., etc. Donc, on s'est dit, mais réfléchissons, comme il n'y a pas même forcément une lecture homogène. Travaillons à structurer ce collège de l'État, on l'appelle secteur public, et c'est là où on a eu la CNDT, on a eu aussi les élus, tous, en tout cas ils étaient là-dedans, comme membres du secteur public, et ça a permis vraiment l'Assemblée nationale, d'autres acteurs qui sont du secteur public. Et je me réjouis, et je voulais juste donner cette anecdote avec, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, le colonel de la DESCOS, il n'est pas là, M. Ndiaye, Sabouri, c'est un des acteurs dynamiques. À un moment, quand il a vu que la plateforme était dynamique et tout, il a dit, mais comment ça se fait que nous qui travaillons sur ces questions de sécurisation du sol, on n'est pas impliqués? Et donc, on a beaucoup aimé cette approche, et plus tard, il était dans toutes les réunions. Et il se fait représenter régulièrement dans l'ensemble des réunions. Donc, c'est dire que, finalement, la plateforme a suscité un intérêt auprès des uns et des autres. Et je crois que c'est cette complexité qui fait qu'aujourd'hui, on doit réfléchir ensemble. Et parfois, ce n'est pas simple. Mais on arrive à faire des pas. Maintenant, ça, c'est les 5 collèges. On a des partenaires. Et je suis heureux d'entendre aujourd'hui par Dr Florian que la dynamique au niveau des bailleurs de fonds s'est structurée et est en train d'être redynamisée. C'est une très bonne nouvelle. Peut-être on pourra les coopter comme observateurs. On sait que c'est avec les partenaires qu'on a souvent le soutien. Mais ce que le président de la plateforme a dit ce matin, on aimerait aussi avoir des ressources durables de la part de l'État. Et le ministre l'a bien dit que nous restons à l'écoute. Et je suis sûr que M. Dia va nous aider à continuer avec la DGID, avec les autres membres. Parce que la plateforme, c'est quand même un élément du Sénégal. Moi, je me rappelle quand on a eu les 10 ans des directives, j'étais invité à la FAO. La plupart des acteurs étaient en train de dire que le Sénégal constitue un exemple intéressant. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on continue aussi à se donner nos propres moyens, qu'on ne dépende pas des bailleurs, qu'on ait nos propres initiatives, et ça je m'adresse à notre collège secteur public, comment renforcer pour avoir des ressources pérennes, autonomes,
Maintenant, les partenaires viennent soutenir des dynamiques. Et ça, je pense que c'est un esprit qu'il faut continuer à construire. Je pense que vous pouvez continuer. Hein. Je ne suis plus votre PowerPoint, mais je pense qu'on peut continuer. Chérif, ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc, les principes, c'est quoi? C'est d'avoir un cadre d'échange et de dialogue, mais surtout être en mesure de produire des outils de diffusion de connaissances. On a fait énormément de choses avec l'ISRA, qui a essayé de modéliser, par exemple, des interventions dans l'ENIAI. On a demandé... Donc, c'est ça l'intérêt de la plateforme. C'est-à-dire chaque fois qu'on doit travailler, et l'AFAO avait beaucoup soutenu cette dynamique, quand on a quelques ressources, parfois aussi, bon, l'AFAO mobilise des ressources, soit de la France, de l'Italie ou d'autres partenaires, et vient soutenir la plateforme. À un moment, on s'est dit aussi comment faire pour que directement aussi on ait des interrelations, et c'est ça, c'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui que la GIZ ait accepté d'accompagner la dynamique dans Kaolack et Kaffrine, mais aussi que le PROCASEF à travers la Banque mondiale aussi continue de soutenir la plateforme et d'autres acteurs. Et je crois que c'est cet esprit qui va nous aider à aller très loin dans nos perspectives. Alors, l'autre point que je voudrais aborder, chérie, votre affaire ne marche pas. Voilà, c'est bon maintenant. Bon, ça, j'ai terminé ici. Voilà. Alors, nous avons sur le plan stratégique de la plateforme. À un moment, on s'est dit, mais une plateforme aussi, il faut structurer. Il faut vous dire comment on adhère à la plateforme, quelles sont les conditions. Et ça, vraiment, je remercie encore Kader, l'infatigable Kader, qui a beaucoup aidé dans la réflexion, dans l'animation de la plateforme, parfois de manière quasi gratuitement. Quasi gratuitement, j'ai dit. Il n'a pas encore fait gratuitement, mais il le fait quasi gratuitement parfois. Et donc, on le félicite pour cela. Et vraiment, c'est un des acteurs aussi importants. C'est pour dire que la plateforme, il y a des institutions, mais il y a aussi des personnes ressources qui s'engagent. Et je crois que c'est cet écosystème qu'on essaie de créer. À un moment, bon, on continue de se battre. Aujourd'hui, on est en train de travailler dans le cadre du Collège de la Recherche, de voir comment le Collège de la Recherche, plus le réseau des think tanks du Sénégal que nous animons, comment les deux peuvent vraiment se concerter, travailler ensemble. Et on avait eu quelques initiatives sur, par exemple, les transactions foncières. Je voudrais saluer aussi la présence du professeur Sambou Ndiaye, qui coordonne plus ou moins cette dynamique avec le vice-recteur Dia, les collègues qui sont de Sine Saloum. Vraiment, je ne veux pas citer, mais l'ensemble des partenaires, mais ils prendront la parole à leur guise. Hein. Mon ami Serrer, il va aussi prendre la parole quand il voudra, quoi. Alors, si je dis ça, c'est parce que quand on a fait le plan stratégique, on a retenu 4 axes stratégiques. Le premier, c'est la promotion du dialogue politique et du plaidoyer. Comment promouvoir le dialogue politique? Parce qu'on se dit qu'un dialogue, s'il n'est pas basé sur des évidences, et j'aime bien le dire, ça devient du warsakhalat. Chacun vient dire ce qu'il a envie de dire. Donc, ce n'est basé sur aucun fait. Quelqu'un va dire, oui, les terres du Sénégal sont terminées, oui, les gens sont en train d'accaparer des terres, oui, mais quelles sont les évidences sur ces questions? Et ça, c'est pourquoi on a dit, ce plaidoyer, si on veut être entendu, on doit travailler avec la recherche qui va nous donner des évidences scientifiques. Ensuite, on a dit qu'il faut renforcer les capacités des acteurs. Parce que le foncier ne se fait pas seulement à Dakar. C'est vrai que Dakar a ses problèmes fonciers. Mais on travaille aussi dans le milieu rural. Et c'est là où, tout à l'heure, on reviendra, et nos collègues d'ici cet après-midi parleront des plateformes locales. On a des plateformes très dynamiques à Ziguinchor, où avec le président Abdou Aziz Badji, ils sont en train de faire un travail avec l'ARD, le DRDR et les autres acteurs de l'université de Ziguinchor. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire en Casamance. Où vous allez avoir aussi, au niveau du Podor, où on a commencé aussi quelque chose depuis les directives volontaires, les représentants sont là, M. Lee et les autres, M. Anne. Vous allez voir, M. Diallo, vous allez voir les éleveurs, comment ils ont travaillé. Ils ont fait des formations dans le cadre du programme qu'on avait avec l'AFAO, dans le cadre des directives volontaires, comment on a formé des jeunes, des femmes, les outils de sécurisation. Et je crois qu'il y a des acquis aujourd'hui qui existent de ce point de vue. Ensuite, il y a le troisième, bien sûr, on a fait le renforcement des capacités avec le CNCR. Et je salue Tian aussi, c'est sur l'engagement qu'il a eu par rapport à la création de la plateforme des journalistes qui s'intéressent à la question foncière. Et il y a eu beaucoup de formations qu'on a pu leur offrir avec le GRET, avec d'autres acteurs. On a travaillé ensemble pour renforcer les capacités des journalistes, des parlementaires, mais aussi des autres acteurs de la société civile. Ensuite, il y a l'appui à la promotion d'une gouvernance foncière responsable. Comment on continue de promouvoir cette gouvernance avec des outils? Et souvent, les outils ont manqué.
Et aujourd'hui, je suis heureux de voir, et je salue aussi le travail qu'on réalisait avec l'appui de la Banque mondiale, je sais que Philippine est là, l'IED, les autres acteurs, sur la question genre, et avec Amadou Kanouté, sur toute la dynamique qu'on a aujourd'hui avec la plateforme, bien sûr avec mon amie, elle n'est pas là, la femme des directives volontaires. Voilà, Julie, qui est l'infatigable Julie, avec toutes ces questions où on est en train de travailler sur la dynamique avec les femmes, mais en se disant, mais c'est aux femmes de prendre en charge leurs préoccupations. Nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de créer les conditions, les accompagner, rendre les choses dynamiques, mais globalement, il faut trouver des outils pour qu'elles portent le développement et le changement, mais bien sûr en partenariat avec les hommes. Mais souvent, elles peuvent aussi le faire seules, mais on a vu des cas différents. Et c'est pourquoi il ne faut pas plaquer des modèles. Il faut aller sur le terrain, regarder ce qui se passe. On l'a fait dans les Niayes, on l'a fait un peu partout au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir, avec l'appui de la GIZ aussi, on a mis en place les plateformes de Kaolack et Kaffrine. Et avec l'AFA, on est en train de voir comment élargir cela, avec Riposte pour aller à Fatick, mais aussi pour aller à Louga, mais renforcer aussi ce qu'on faisait à Matam. C'est pour dire que l'objectif, c'est peut-être d'avoir un maillage territorial pour que les acteurs au niveau régional réfléchissent librement, fassent des propositions, fassent remonter leurs propositions. Même aujourd'hui, dans le choix des thématiques, on a demandé à ce que les plateformes locales puissent proposer des thématiques. Et c'est tout ça qui a permis aujourd'hui, bien sûr, il y a la production de connaissances, la communication et la capitalisation, que les équipes de communication des différents acteurs sont en train de gérer autour de IPAR avec Alifa et les autres. Alors, les résultats attendus, ce n'est pas la peine que j'insiste, je crois qu'on peut continuer. Chérie, tu peux avancer. Alors, les résultats, bon, les principaux résultats qu'on a eus, en termes de production de connaissances, on a pu quand même capitaliser des outils de gouvernance foncière. Et ça, je pense que tout à l'heure, je parlais de, par exemple, POAS, tout ce que la SAED a pu faire, mais aujourd'hui, ce que les autres partenaires sont en train de faire sur le terrain, Procasef, mais aussi la GIZ et les autres partenaires, l'AFD aussi appuie pas mal de dynamique dans la vallée. Comment tout ça peut être dans la vallée et en Casamance aussi, comment tous ces outils peuvent être utiles pour que le décideur politique, parce que le problème qu'on a, chaque bailleur de fonds vient avec son drapeau et chaque bailleur de fonds vient avec son outil. Et en disant que c'est mon outil, c'est le meilleur. Mais tant que tu as l'argent, tout le monde va dire c'est vrai. Mais le jour où l'argent finit, mais déjà à l'atelier de clôture, il y a très peu de gens. À l'atelier de lancement, tout le monde est là. Nous tous, nous sommes là. Mais à la clôture, après, les amis de Amadou Kanouté, de Cheikh Oumar, là, ils se disent, bon, ils envoient certains collègues, on est pris. Mais c'est pour dire qu'on est dispersé. Et finalement, les bailleurs aussi ne facilitent pas cette question. Parce que quand il y a une dynamique multi-acteurs qui existe, il faut voir comment renforcer les dynamiques qui existent. Et comme ça, c'est ça qui consolide et ça qui nous permet d'aller loin. Deuxièmement, on a aussi, et ça, il y a des progrès, tout à l'heure, on y reviendra, il y a des progrès avec l'ANAT, avec des partenaires qui sont en train de travailler sur ces outils. La GIZ aussi appuie ça, je crois qu'il y a d'autres aussi partenaires qui appuient ça. Ce serait intéressant tout à l'heure de revenir là-dessus. Ensuite, il y a les études sur les modèles d'agrobusiness, l'insertion territoriale. On a fait pas mal d'études avec notamment l'ISRA, qui a travaillé au niveau national sur des enjeux très intéressants. J'espère qu'on va partager tous ces documents sur le site. En tout cas, ça existe, mais il faut partager avec les participants. Ensuite, bien sûr, il y avait les études de critères et conditions d'une bonne gouvernance foncière. Et enfin, on avait travaillé aussi sur l'étude de faisabilité de l'observatoire. Tout le monde parle d'observatoire. On a eu la chance à l'époque de faire une étude avec Ibrahim Aka et d'autres collègues, de regarder comment l'observatoire pourrait fonctionner, à quelles conditions. Et on sait qu'il y a un observatoire qui est porté par la société civile, qui est un observatoire national de gouvernance foncière, et le Procasef a comme mandat de mettre en place l'observatoire. Et on s'est dit, comment on renforce la dynamique pour avoir un seul observatoire. Et vraiment, il y a des efforts, et on sait qu'on ne peut pas avoir un observatoire sans l'État. Et l'État est central parce que c'est quand même l'État qui peut aider à orienter, à décider, parce que l'État c'est l'État de tout le monde. C'est pas l'État seulement d'un acteur ou au contrôle. C'est pourquoi on avait pensé que c'était important d'avoir un rôle, mais aussi souvent, comme l'État aussi c'est tout le monde, il faut faire attention aussi à donner à tout le monde. Il faut voir aussi à qui responsabiliser. Pourquoi pas, il faut voir maintenant, et ça, ce sont les discussions qu'on est en train de mener. Alors, on a aussi travaillé avec, par exemple, la pêche continentale. Comment les directives volontaires peuvent être prises en charge. On a renforcé les acteurs de la pêche. Le ministère de la Pêche était très dynamique dans cette plateforme. Le ministère de l'Élevage aussi très dynamique. Et c'est comme ça qu'on a travaillé aussi avec le ministère de l'Environnement sur l'évaluation des politiques foncières. Et il y a des documents qui existent et on a pu contribuer de ce point de vue. Voilà. On a fait des capitalisations
sur la mise en place d'un modèle intégré, je l'ai dit tout à l'heure avec l'ISRA, mais aussi on a fait un travail sur l'audit foncier, à travers l'identification et la cartographie du disponible foncier. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait dans cette dynamique, avec les partenaires, les acteurs qui sont autour de la table. Ils reviendront là-dessus, je vais juste brosser. Ensuite, le diagnostic socio-foncier aussi, les destinations du foncier, des usages et des usagers. Je crois que le Dr Atian a parlé tout à l'heure comme défi majeur à prendre en compte. La question de l'aménagement participatif, c'est là où on a parlé de le POAS. Et aujourd'hui, on salue le maire de Mont-Roland qui est là, M. Sis, qui fait un travail intéressant en termes d'expérimentation avec des partenaires comme l'ANAT, comme d'autres, le PNUD et d'autres partenaires. Je crois que tout ça, ça montre qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais comment les capitaliser pour que ça ne soit pas les efforts juste d'un bailleur dans un coin, mais que ce soit des efforts appropriés par l'ensemble des acteurs et que ça entre dans nos politiques publiques. Ce qui fait que demain, si un autre bailleur arrive, on va lui dire, déjà, ça c'est acquis. Tu ne peux pas continuer à refaire la même chose qui est déjà réglée. Si vous voulez nous appuyer, voilà sur quoi vous pouvez nous appuyer. Et souvent, c'est un problème dans nos États, malheureusement. On peut avoir des problèmes de planification et d'anticipation. Quand le bailleur vient, il dit, c'est comme ça se passe au Rwanda. Aucun bailleur ne peut se permettre de venir juste pour investir où il veut. Il vient d'abord, il parle aux autorités politiques qui lui disent, nous, comme dans quel domaine vous voulez intervenir, dans tel domaine, dans telle zone, on a telle préoccupation, venez travailler là. Mais si on vient et qu'il n'y a pas cette clarté, bon, vous pouvez aller n'importe où. Ce n'est pas une façon de tirer sur certains acteurs, mais c'est valable aussi pour l'État, c'est valable pour la société civile aussi, qui suit parfois sans remettre en cause ou en tout cas analyser toutes ces questions. Je crois que c'est pourquoi la plateforme peut discuter des questions très sensibles, très critiques, et parfois même nous-mêmes mettre le doigt là où ça ne va pas, où nous-mêmes on est responsable de quelque chose et on le discute. Le deuxième élément vraiment qui nous semble important, c'est la mise en place d'instances de concertation sur le foncier, à travers des comités villageois paritaires, des commissions domaniales élargies, parfois même avec des actrices, par exemple, qui n'étaient pas impliquées, parfois avec des acteurs aussi qui sont peut-être à mobilité réduite, pour voir comment, parce que leurs préoccupations peuvent être prises en compte. S'ils sont là, et que quand c'est transparent, je crois que le docteur l'a dit aussi, quand c'est transparent, ça permet de s'assurer que tout le monde est impliqué, mais aussi qu'on ne peut pas se permettre tout. Parce que ça veut dire que quand tu es conseiller, tu vas jusqu'à délibérer 20 000 hectares, ça veut dire que les populations n'étaient pas autour. Parce qu'ils étaient autour et ils comprennent les enjeux, ils vont dire peut-être testons 5 000, regardons qu'est-ce qu'il faut faisable, quel est l'intérêt et comment gérer cela. Et enfin, c'est la mise en œuvre des outils, notamment registre foncier, numéro d'identité cadastrale, système d'information, etc. Tout ça, je pense qu'on a des projets aujourd'hui qui travaillent sur ces questions et c'est très heureux. Bon, je ne vais pas lire tout ça là, parce que je trouve que malheureusement mon modérateur ne me fait pas comme je fais d'habitude, mais j'aimerais bien être fait comme ça. Ça me permettra un peu de savoir combien de minutes il me reste, mais je crois qu'il me reste 5 minutes, donc je vais essayer d'accélérer. Alors, je vais me modérer moi-même. Alors, l'autre point, c'est l'appui à l'obtention des titres d'affectation foncière, l'accès des femmes à la terre. On a vu par exemple un élément de la plateforme. Tout le monde travaille sur les femmes. Tout le monde travaille sur les jeunes, même si aujourd'hui à l'ouverture il y avait 0 femme et je sais que Julie va nous taper dessus et voilà, elle est en train d'applaudir avec son chapeau. Mais elle a raison, c'est-à-dire qu'on est très, très gênés, on a tout fait. Et bon, quand à un moment moi-même la présentation, j'ai dit à mes collègues Nicole et Yandé, faites-le. Mais à un moment, elles sont tellement dans l'organisation, elles m'ont dit non, c'est toi qui as l'historique, vas-y. J'ai dit bon, je ne vais pas tout faire, mais je suis sûr qu'elles vont s'impliquer. Et d'autres aussi, là, dans la plateforme, c'est un effort qu'on fait. On avait invité la présidente du Collège des femmes du CNCR, elle n'est pas venue, elle a des contraintes. Mariam Sow devait être là, elle est à Hambourg, etc. Donc ça fait aussi, parce que parfois aussi, on fait des raccourcis en disant peut-être que, alors que vraiment la plateforme, on est conscient de cela. Et très sincèrement, il y a toute une dynamique avec les Yandé où ils ont travaillé avec d'autres acteurs, les Julie et d'autres collègues de Psychodev sur l'accès des femmes à la terre. Et je crois qu'il y a des résultats très intéressants. La question des sensibilisations des populations à la législation et procédures. La société civile fait énormément de choses là-dessus, notamment le CRAFS. Ils sont en train, au niveau national, d'organiser les communautés, de voir parfois là où il y a des préoccupations. Maintenant, tout n'est pas parfait. Et ce qui n'est pas parfait, c'est que parfois aussi, il y a des éléments où on dit, par exemple, il y a un accaparement, ça peut être aussi un règlement de compte entre peut-être des acteurs politiques d'une zone. Tout ça, ça mérite, et je sais qu'on en est conscient au niveau du CRAFS, et on essaie parfois de ne pas tomber dans ces types de situations. C'est pourquoi
ils privilégient toujours d'aller sur le terrain et heureusement il y a des représentants locaux qui donnent la bonne information et l'observatoire permet d'avoir des informations. Ça, Thierno Cissé pourra y revenir. Ensuite, la promotion d'outils innovants de gestion de la pression foncière. Là, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourrait peut-être valoriser, notamment l'agroécologie. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur cette question d'agroécologie et la gestion durable des terres. Next, suivant. Alors, renforcement de capacité. Globalement, il y a eu des parajuristes qui ont été renforcés, il y a eu des, disons, des personnes, il y a au moins 7000 personnes qui ont été renforcées depuis le démarrage de la plateforme, avec vraiment des responsabilités, et ça c'est vérifiable. Hein. On peut vous donner des chiffres, des statistiques très objectifs sur ces questions. Il y a après, je ne vais pas après tout lister, de toute façon le document est disponible, il va être envoyé à tout le monde. Continuer sur le renforcement de capacité. Ensuite, on continue sur le dialogue, j'en ai parlé. Il y a tout un revient un peu sur le dialogue. Il y a tout un travail sur le dialogue. Comment on a contribué, et je crois que le ministre l'a reconnu. Il a dit que la société civile, la plateforme a beaucoup contribué à l'élaboration, même la formulation du PROCASEF. Nous-mêmes, on représentait parfois la plateforme avec le président et parfois le vice-président, le CNCR, représenté au sein du copil de PROCASEF. Déjà, la première question, moi je me rappelle la première réunion, on est venu nous dire oui, il y a la Banque mondiale qui va mettre 80 millions de $, il y a aussi la GIZ qui va travailler, on aura 2 comités de pilotage, il y a d'autres partenaires aussi qui arrivent, on aura d'autres comités de pilotage. La première question qu'on a dit, on ne peut pas avoir autant de comités de pilotage. Essayons d'avoir, mais c'est vrai qu'il y a des spécificités dans les comités de pilotage, parce que souvent les projets aussi ont des spécificités. Mais on a dit, pour l'intérêt de la dynamique, mais travaillons avec la plateforme qui existe, assurons-nous que toutes les parties prenantes sont représentées et on n'a pas à convoquer plusieurs acteurs. On va avoir les mêmes types d'acteurs tout le temps pour s'assurer qu'il y a un lien avec le milieu rural, mais aussi un lien au niveau national. Et ça, je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits. Et vraiment, je salue aussi la disponibilité des partenaires qui ont accepté aussi cette ouverture. Quand vous regardez la mise en place d'un observatoire, il y a un certain nombre d'études, je ne vais pas les rappeler, il y a CNRF qui avait fait une étude, il y a aussi l'étude de PROCASEF qui est en train de faire aussi une étude sur ça, il l'a fait, et puis il y a d'autres dynamiques avec la société civile à travers le CNCR et les autres, le CRAFS. La promotion du dialogue, on a au niveau, j'en ai parlé au début, aussi bien au niveau national, territorial qu'au niveau local. On a aujourd'hui systématiquement une discussion, un échange, on revient un peu, avec l'ensemble des catégories d'acteurs. Mais ce qu'il faut noter, on a eu beaucoup de formations avec les parlementaires. Parfois, c'était des questions, moi je me rappelais, c'était la première fois que je découvrais entre les parlementaires, quand ils sont à l'Assemblée où ils sont en train de se taper, mais c'était de grands amis, le soir ils étaient là tous en train de discuter, voilà, dans ton village, dans mon village, voilà, nous sommes d'ailleurs cousins, etc. Je sais dire que c'est ça la chance du Sénégal. Et je crois que ce que nous essayons de promouvoir, c'est ça aussi, c'est l'esprit de dialogue, de concertation, mais sur la base objective. Parce que sinon, ça devient simplement, on fait semblant. Mais si c'est objectif, quand il faut critiquer, on critique. Quand il faut aussi s'accorder, on s'accorde. Mais ce qu'on a en commun, et c'est ça qui fait la différence, où on peut ne pas arriver à certains niveaux. Mais on a vu qu'au niveau local, il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans les plateformes, je termine là-dessus, sur les plateformes, c'est qu'on n'a jamais dit, voilà le modèle de plateforme à mettre. Quand on est allé voir, pour preuve, je donne les derniers, les derniers à être créés, avec l'appui de la GIZ, par exemple, Kaffrine. Quand on est venu, c'est le gouverneur qui est le président. Mais Kaolack, à côté, c'est la société civile à travers le président du CRCR, Sidiba, c'est lui le président. Donc, mais les autres, le DRDR, l'ARD, sont des adjoints. Mais là-bas, c'est le gouverneur qui est le président. Vous allez peut-être à Ziguinchor, à un moment, on avait une dynamique autour du DRDR. Mais à un moment, la société civile était très présente avec les Abdou Aziz Badji. Ils pourront revenir là-dessus. C'est pour vous dire qu'on n'a pas un modèle passe-partout. Et c'est ça qui fait que souvent les choses ne marchent pas. On vient dans une zone, on dit, vous avez vos réalités. Si c'est le gouverneur qui doit être présent, c'est votre réalité, faites-le. Si c'est un paysan qui doit être président, il n'y a pas de problème. L'essentiel, entendez-vous comment vous organisez. Et vraiment, pour l'instant, je salue cet esprit d'ouverture et de flexibilité qui fait que c'est aux acteurs à la base de décider de quoi ils ont besoin. Et on va faire bientôt aussi un accompagnement avec Louga. Alors, production de connaissances, je crois que je l'ai dit, avance, pour terminer maintenant, définitivement, perspectives et défis. Bon, les défis, j'en ai parlé aussi, c'est éviter les initiatives dispersées entre les PTF. Je suis désolé de le dire, mais souvent c'est le problème. Parce que, effectivement, au démarrage d'une initiative,
S'il n'y a pas un mécanisme qui facilite, chaque PTF aussi va avec ses objectifs en lien avec l'État. Mais l'objectif, c'est de s'assurer que l'ensemble peut être harmonisé et mis en cohérence. Il y a un besoin d'harmonisation et de mise en cohérence effectivement des interventions entre l'État, les OSC, le secteur privé et les PTF, la mise en cohérence des interventions dans le cadre de la plateforme et dynamiser la vie des collèges. Pour l'instant, on a structuré les 5 collèges. Il y a des collèges qui sont dynamiques. Par exemple, CRAFS, on n'a même pas besoin de toucher parce qu'ils étaient déjà organisés et dynamiques. Mais, par exemple, sur le secteur privé, il y a des acteurs qui commençaient à peine à se concerter. Donc, on est en train de voir comment renforcer cela. Et c'est pourquoi tout à l'heure, moi, je réfléchis, et à la CNRF, on l'avait dit à l'époque à Feu Souran, de dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir des ressources pour que chaque catégorie d'acteurs puisse avoir sa réflexion propre et venir avec des propositions. Parce que sinon, on va aller, aujourd'hui, on va dire qu'on est d'accord. Après, dans la société civile même, peut-être il y a des divergences sur certains points. Mais heureusement, eux, ils ont fait un effort d'harmoniser leur position. Mais je ne suis pas sûr qu'au sein de l'État, même si c'est la même voie, que peut-être certains types d'intérêts, je l'ai dit tout à l'heure, entre le ministère de l'Environnement qui va préserver, peut-être le ministère des Finances qui va plus faire des investissements, qui sont nécessaires tous les deux, mais il faut juste avoir le cursus quelque part, et curseur quelque part. L'autre élément avance, pour terminer maintenant définitivement. Voilà, merci de votre attention. Tu as pris 45 minutes. Tu as trop parlé. Alors maintenant, surtout pour les autres membres, c'est en termes de complément. En termes de complément et surtout également pour les membres des plateformes locales. En termes de partage de vécu. Et vous avez 15 à 20 minutes. On termine la présentation et on donne la parole à la salle. OK. Président, donc pour vous comme pour tous les autres membres, vous avez 20 minutes pour apporter des compléments à la présentation de Cheikh Oumar. Certainement, on en aura davantage d'informations sur ce que la plateforme a eu à faire durant ces années, mais également depuis le forum de l'année dernière. Ce que je constate seulement, c'est que la plateforme n'a cessé de chercher à s'élargir à tous les niveaux. Un élargissement du point de vue de la recherche de connaissances de plus en plus amples en essayant de mobiliser à chaque instant et des partenaires et ses collèges pour aller collecter les connaissances et les mettre à la disposition des usagers. La plateforme aussi n'a cessé de chercher à se déployer au niveau national. Et se déployer au niveau national, c'est que donc au niveau de chaque région, la plateforme a tenté et continue de mettre en place des structures qui répondent à son esprit, à ses objectifs, à sa finalité. Et cela est incarné par les plateformes locales qui de plus en plus sont en train d'être installées. On en a trouvé au sud, on en voit au centre. Au nord, on est en train d'installer des plateformes locales. Et cette dynamique est en train de se poursuivre de plus en plus. C'est-à-dire que la plateforme continue donc à s'élargir. Du point de vue également de la recherche de partenariat, la plateforme a poursuivi et a intensifié ses actions en la matière. Et aujourd'hui, en matière de partenariat, la plateforme travaille avec presque tous les types de partenaires, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit des partenaires scientifiques, que ce soit des partenaires communautaires, et tout ça pour à la fois avancer dans ses actions, mais également partager ses actions et ses connaissances avec de tels partenaires. Le cas des collectivités territoriales, avec lesquelles la plateforme est en train de nouer des relations de partenariat pour les pousser de plus en plus
vers une gouvernance responsable du foncier, donc au niveau de ces différentes collectivités territoriales. La promotion également des outils de gouvernance foncière. C'est également des aspects sur lesquels la plateforme a de plus en plus tendance à avancer. Raison pour laquelle d'ailleurs elle a travaillé avec des communes et des communautés à promouvoir tout ce qui est les plans d'occupation et d'affectation des sols pour leur permettre d'avoir une idée et une vision claire du foncier ou du patrimoine foncier dont elles disposent afin d'en faire de rationaliser en tout cas la gestion du foncier. Et enfin, du point de vue du renforcement des capacités. Dr Cheikh en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la plateforme a eu des résultats très importants en matière de formation, de renforcement des capacités à tous les niveaux d'acteurs, que ce soit les responsables de collectivités, que ce soit des usagers directs, les populations elles-mêmes, que ce soit les structures publiques, que ce soit les structures de la société civile. Donc tout ça pour dire que la plateforme sur la gouvernance n'a cessé de chercher à s'améliorer donc depuis déjà des années. Et elle continuera en termes de perspectives à s'élargir davantage. Elle continuera, et cela figure déjà dans son plan stratégique qui, bien entendu, va s'achever cette année. Donc, tout un ensemble d'actions qui ont été planifiées et qui sont en train d'être mises en œuvre. Et grâce cela à la participation de tout un ensemble, disons, d'acteurs ou de partenaires qui accompagnent régulièrement donc la plateforme. Et l'occasion également aujourd'hui pour remercier ces acteurs-là et ces partenaires pour tout le soutien apporté à la plateforme. Donc voilà pour quelques mots que je voudrais rajouter à la présentation du Dr Cheikh Oumar et merci beaucoup.